Nous sommes en juin 1857. Une tempête violente s'abat sur Gishen Bay en Australie et détruit un navire néerlandais pesant 800 tonnes. Une partie de l'équipage tente de s'échapper dans une petite embarcation, mais seuls 9 des 25 hommes à bord parviennent à survivre. De nombreuses années plus tard, des chercheurs étudiant la ruée vers l'or pensent avoir retrouvé cette épave disparue. Oui, ce navire est lié à l'un des chapitres les plus dramatiques et les plus riches en enjeux de l'histoire australienne. Je veux parler du naufrage du Koning Willem de Tweed, un navire construit en 1840. Cette découverte historique est un événement important, car on considère cette épave comme un véritable trésor dans le monde de l'archéologie sous-marine en Australie. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi. Au milieu du 19e siècle, les navires néerlandais transportaient non seulement des marchandises, mais aussi des personnes venues d'Asie qui espéraient commencer une nouvelle vie en Australie. Et ils désiraient tous une chose, trouver de l'or. Oui, ce métal précieux avait été découvert en Australie en 1851. Enfin, tout au moins, officiellement. En réalité, on en découvrit quelques années auparavant, mais disons simplement que les autorités décidèrent alors de garder cette information éloignée des journaux. En tout cas, la grande découverte officielle eut lieu en 1851, lorsqu'un chercheur d'or australien nommé Edward Hammond Hargreaves mena une expédition dans la région de Nouvelle-Galles du Sud, et qu'il choisit de raconter à tout le monde sa belle découverte. Puis tout d'un coup, la ruée vers l'or commença. Les nouvelles se répandent vite. Les gens commencèrent à arriver de partout, Grande-Bretagne, Irlande, Allemagne, Pays-Bas, mais aussi de Chine. On estime qu'à cette époque, environ 20 000 Chinois firent leur chemin vers les champs aurifères du Victoria. En 1861, environ 3% de la population australienne était née dans ce pays d'Asie. La plupart d'entre eux venèrent de la région du sud du Guangdong, qui traversait une période vraiment difficile à l'époque. Ils avaient tout connu, invasions étrangères, inondations massives, graves pénuries alimentaires et ainsi de suite. De nombreuses personnes avaient tout perdu. Leur argent était parti, leurs maisons étaient détruites, et les gens n'avaient plus rien à manger. Ils n'avaient aucune possibilité de sortir de la pauvreté et du malheur qui les frappait. Mais un jour, la rumeur commença à se répandre. Il y avait un gisement d'or quelque part dans un territoire britannique lointain. On disait que des gens du monde entier partaient à l'aventure, que la paix régnait dans ce territoire plein d'opportunités, et que la terre elle-même contenait tout ce dont on pouvait avoir besoin. Un véritable rêve. Peu de temps plus tard, ils surnommèrent ce nouveau monde Xinjin Shan, la nouvelle montagne d'or. Alors, un grand nombre d'entre eux rassemblèrent ce qu'il leur restait et partirent en Australie refaire leur vie. Il y avait la promesse d'un meilleur destin, l'opportunité de sortir des familles entières de la pauvreté. Mais y arriver n'était ni bon marché, ni facile. Ils devaient voyager dans d'immenses navires, et un voyage depuis la province du Guangdong jusqu'à Sydney ou Melbourne prenait environ 3 mois. À un certain moment, les autorités australiennes décidèrent d'imposer une taxe aux arrivants chinois. Chaque passager débarquant dans les ports de Victoria devait payer un impôt de capitation de 10 livres. Que pensez-vous qu'il se passa donc? Les itinéraires changèrent, bien sûr. Au lieu d'accoster directement à Victoria, les navires commencèrent à s'arrêter à Robb, une ville située dans la partie sud-est de l'Australie méridionale. De là, les gens parcouraient environ 400 km à pied jusqu'aux champs aurifères, simplement pour éviter de payer l'impôt. Et c'est précisément dans cette région que le Koning Willem de Tweed a été découvert. Oui, notre navire néerlandais a été trouvé au large de la côte de Robb, et c'était l'un des nombreux navires qui transportaient des passagers chinois vers l'Australie. Vous voyez maintenant pourquoi c'est important historiquement, n'est-ce pas? Le 16 juin 1857, il déposa environ 400 personnes en toute sécurité à terre afin qu'elles puissent recommencer leur vie. Le navire lui-même n'a pas eu droit à une fin heureuse. Après ce débarquement, il était censé poursuivre son voyage. Mais alors, une tempête éclata. Le navire dut donc jeter l'ancre et attendre à Gishen Bay. Le temps continua de se détériorer. L'ancre commença à dériver, et au 30e jour de juin, le navire était complètement perdu. Le capitaine, un certain Hendrik Giesen, décida d'agir rapidement. Il prit la décision d'échouer le navire dans l'espoir de sauver à la fois le bâtiment et son équipage. Mais il y avait un problème. Le navire vint s'échouer sur Long Beach, à environ 5 km à l'est de Robb, et il commença à se désintégrer rapidement dans la mer agitée. Le reste de l'histoire est tragique. 16 marins se noyèrent lorsque l'une des embarcations de sauvetage du navire se renversa.
Seuls 9 des hommes survécurent. Le capitaine Giesen resta à bord de l'épave. Il finit par atteindre le rivage en s'accrochant à un tonneau. Heureusement, les personnes qui se trouvaient sur la plage réussirent à le tirer des eaux à l'aide d'une corde. Quelques mois plus tard, les objets provenant de l'épave furent vendus à un homme du coin nommé Jacob Chambers pour 225 livres, ce qui représentait une somme d'argent assez conséquente à l'époque. Car les gens avaient même pu sauver une bonne quantité d'éléments de l'épave, la cloche, par exemple, et certaines portes, ainsi que des planches de la coque. Ces portes et certains bois furent utilisés plus tard dans la construction du Caledonian Inn, un hôtel historique de pierre à 2 étages qui fut érigé en 1859. Quant à la cloche, elle aurait été utilisée à l'école primaire de Rob pendant plus de 100 ans. Mais les chercheurs ne sont pas si sûrs de cela. Ce que nous savons, c'est que la plupart des restes du navire manquaient toujours, jusqu'à aujourd'hui. Après 3 années de travail acharné, une équipe affiliée au Musée national maritime australien pense avoir enfin retrouvé le Conning Wilhelm de Tweed. Ce projet a débuté en avril 2022, et son principal objectif a été de rechercher et de localiser les vestiges de l'épave afin d'effectuer une étude archéologique. Pour cela, ils ont utilisé 2 outils principaux, des détecteurs de métaux sous-marins et un magnétomètre marin, un appareil qui détecte les changements dans le champ magnétique du fond marin. Bientôt, cette technologie a commencé à détecter tout un tas d'anomalies dans la zone où l'on pensait que l'épave se trouvait. Et par anomalie, je veux dire des signaux étranges, des indices que quelque chose était peut-être enfoui sous le plancher marin, caché sous... Il y a tant d'astéroïdes qui traversent notre système solaire, sans même que nous en soyons même conscients. Ce sont des fragments rocheux de matière résiduelle, datant de la formation de notre système solaire. Il y a environ 4,6 milliards d'années. Ils orbitent autour du Soleil, mais pas comme les planètes. Ce sont de véritables rebelles qui préfèrent suivre des trajectoires plutôt inhabituelles. De plus, ils tournent de diverses manières en voyageant entre les planètes et autres objets spatiaux. La majorité d'entre eux provient de la ceinture principale d'astéroïdes située entre Jupiter et Mars. La plupart y demeurent, mais la forte gravité de Jupiter peut pousser certaines de ces roches dans différentes directions, y compris vers nous. Ces astéroïdes sont parfois ronds, parfois de formes étranges, avec des creux et des trous dus aux collisions avec d'autres roches spatiales. À ce jour, nous savons qu'il y en a plus d'1 million dans la ceinture principale d'astéroïdes. Et tout va bien jusqu'à ce que certains d'entre eux se dirigent vers nous. La NASA les surveille, nous savons donc qu'il n'y a pas à s'en faire, du moins pour l'instant. Mais ça n'a pas toujours été le cas pour notre chère planète. Si la Terre pouvait parler, elle partagerait sûrement d'incroyables secrets sur ces astéroïdes. Ces roches spatiales ont laissé des cratères d'impact que nous appelons des dômes. Ces dômes ont une forme caractéristique avec un centre surélevé, semblable aux éclaboussures que l'on voit lorsqu'on jette un caillou dans un étang. Mais nous ne connaîtrons plus beaucoup d'histoires similaires. A priori, ce centre surélevé devrait être visible immédiatement, surtout si l'astéroïde qui a autrefois frappé la surface était immense. Mais nous parlons de millions et de millions d'années d'érosion. Le vent, l'eau et même la gravité effacent progressivement ces traces. Ces éléments usent les dômes d'impact, et certains sites finissent même par être enfouis sous des couches de roches et de terre. D'autres disparaissent à jamais à cause du mouvement constant des plaques tectoniques de la Terre. Regardez la Lune. Elle a également subi de nombreuses collisions. Mais là-bas, il n'y a pas d'océan, ni de plaques tectoniques en mouvement, ni même de vent pour effacer lentement, au fil de millions d'années, les cratères de sa surface. En gros, toute son histoire est gravée dessus. En revanche, la Terre possède des forces naturelles capables d'effacer des structures comme le dôme d'impact de Vredefort et le cratère de Chicxulub. Vous savez, celui qui témoigne de la fin des dinosaures. Heureusement, les scientifiques disposent aujourd'hui de nouvelles méthodes pour déceler d'anciens cratères. Ils se concentrent souvent sur les matériaux projetés lors des impacts. Le continent australien est particulièrement intéressant, car il s'agit d'un véritable terrain de golf pour les impacts d'astéroïdes. Le supercontinent de Gondwana dominait le sud il y a des centaines de millions d'années, notamment pendant la période du Dévonien. Les experts y ont identifié environ 38 impacts d'astéroïdes. De plus, ils soupçonnent l'existence de 43 autres sites potentiels. Certaines de ces structures sont relativement petites, tandis que d'autres sont énormes et entièrement cachées. Récemment, un scientifique du nom de Tony Yates
a découvert d'étranges motifs magnétiques souterrains en Nouvelle-Galles du Sud. Ces nouveaux indices pointent vers un impact gigantesque. Et quand on dit gigantesque, ce n'est pas une plaisanterie. Il s'agit d'une structure de 520 km de diamètre. Ce pourrait bien être le plus grand site d'impact jamais découvert. Ce site est appelé la structure de Denis Liquin. Ces motifs magnétiques révèlent des ondulations caractéristiques autour du centre, similaires à celles créées par une pierre jetée dans l'eau. Il y a également des fractures qui s'étendent vers l'extérieur depuis le centre. Et des roches provenant du sous-sol semblent avoir été poussées à l'intérieur. C'est typique des grands impacts d'astéroïdes. Cette structure se situait probablement dans l'est du Gondwana il y a des centaines de millions d'années, bien avant la fragmentation du supercontinent en plusieurs îles, parmi lesquelles l'Australie. Pour le moment, tout ce que nous savons sur ce cratère provient de ce que nous pouvons observer en surface. Pour obtenir plus d'informations et des preuves concrètes, nous devrons forer dans le sol. Un astéroïde de cette taille n'est pas à prendre à la légère. Il aurait pu provoquer une ère glaciaire de grande ampleur et peut-être même anéantir environ 85% des espèces, surpassant l'impact de l'astéroïde qui a causé l'extinction des dinosaures. En 4,5 milliards d'années d'existence de notre planète, elle a été frappée par des centaines de gros astéroïdes. Cependant, cela ne signifie pas que chaque roche spatiale qui entre dans notre atmosphère atteigne le sol. La plupart de celles qui réussissent à traverser l'atmosphère sont relativement petites, environ 1 mètre de diamètre. Heureusement pour nous, les roches spatiales de moins de 25 mètres de diamètre ne parviennent généralement pas à franchir l'atmosphère de notre planète. Ces roches arrivent à grande vitesse, chauffant les gaz de l'atmosphère, ce qui finit par les brûler. Une fois qu'elles entrent dans notre atmosphère, elles se transforment en météores. Et dans la plupart des cas, elles ne causent pas beaucoup de dégâts, voire aucun une fois qu'elles sont tombées. Nous avons connu des impacts bien plus importants sur Terre par le passé. Au moins 190 d'entre eux ont laissé des cicatrices encore visibles aujourd'hui. L'un des plus grands se trouve en Afrique du Sud, le dôme de Vredefort, qui mesure 160 km de diamètre. C'est actuellement le plus grand connu, bien que les scientifiques doivent encore se pencher plus en détail sur ce nouveau cratère découvert en Australie. Le dôme de Vredefort s'est formé il y a environ 2 milliards d'années, causé par un astéroïde probablement plus grand que celui qui a exterminé les dinosaures. Lorsqu'un astéroïde mesure plus d'1 kilomètre, ses effets peuvent être dévastateurs à l'échelle mondiale. Cet impact était si puissant qu'il a pu provoquer des incendies partout et projeter d'énormes quantités de poussière dans l'atmosphère. Avec autant de matière pour masquer la lumière du soleil, le climat de la planète a pu être bouleversé pendant des mois, voire des années. Nous avons aussi l'astéroïde le plus célèbre, celui qui a créé le gigantesque cratère de Chicxulub et ses 180 km de large. Vous connaissez l'histoire, il s'est écrasé sur notre planète il y a 66 millions d'années, alors que les dinosaures gambadaient gaiement, en quête de nourriture et de partenaires, en gros, vivant leur vie. L'impact en lui-même n'a pas exterminé les dinosaures immédiatement. Il a projeté de nombreux débris dans l'espace qui, en retombant sur Terre, ont provoqué des incendies partout. L'impact a également soulevé un immense nuage de poussière qui a couvert la planète pendant des années, bloquant la lumière du soleil et perturbant les plantes et toute la chaîne alimentaire. Même ceux qui ont survécu à l'impact ont eu du mal à trouver leur nourriture et ont fini par disparaître. Heureusement, ils nous ont laissé de nombreux fossiles et sont devenus une inépuisable source d'inspiration pour le cinéma. Il y a 1,8 milliard d'années, au Canada, un autre événement majeur a laissé un grand trou, aujourd'hui connu sous le nom de bassin de Sudbury. Les gens pensaient autrefois que c'était un astéroïde, mais certains experts pensent à présent qu'il pourrait s'agir d'une comète gigantesque composée de glace et de roches. Ce trou a pratiquement disparu aujourd'hui, en raison des conditions météorologiques. Toutefois, on peut encore y extraire du fer et du nickel, tout en excavant les restes de l'objet spatial qui y est tombé. Si vous vous rendez dans le sud de l'Inde, vous découvrirez le cratère de Lonar. Les habitants de la région l'ont découvert il y a 2 siècles, en 1823, et pensaient qu'il s'agissait d'un volcan. Mais nous savons maintenant qu'il s'agit d'une trace laissée par un météore qui s'est écrasé il y a environ 35 à 50 000 ans. Ce qui rend ce cratère unique, c'est qu'il est le seul connu à s'être formé dans une roche basaltique. Autour de ce cratère, on trouve des collines boisées, où vivent des paons et des gazelles. Les oiseaux apprécient également de visiter le lac situé à proximité pendant l'hiver. Ce dernier est tout à fait fascinant, car il peut prendre une teinte rose en raison de la présence de minuscules organismes.
bien que cette coloration soit éphémère.